Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour, bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Terra Nova. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très souvent discuté dans les médias, mais finalement assez peu analysé sous le prisme de la transition énergétique et de la géopolitique, celui des matières premières critiques. Alors commençons ce podcast. La terre est nourricière, mais l'homme a fait de ses entrailles un champ de bataille où le sang des peuples coule pour les métaux et minéraux qu'il a extraits. Édouard Galiano, 1970. L'histoire de l'exploitation des ressources naturelles est jalonnée de conflits, où les richesses du sous-sol deviennent enjeux d'État, alimentant l'économie et les tensions internationales, dictant les rapports de force mondiaux. Si le pétrole a été longtemps au cœur des luttes géopolitiques, un nouveau type de ressources aujourd'hui émerge de manière centrale, les matières premières critiques. Allons-nous passer de notre dépendance au pétrole de l'OPEP à une dépendance aux batteries de Pékin, entre la situation de quasi-monopole de la Chine sur l'ensemble de la chaîne des matières premières critiques ou les tensions géopolitiques à la hausse depuis la seconde investiture du président américain Donald Trump? Comment les enjeux de la transition énergétique nous enjoignent-ils à revoir notre vision géopolitique du monde? C'est le thème de notre podcast aujourd'hui, en présence de Pierre Jérémy. Enchanté Pierre Jérémy, je vais vous laisser vous présenter. Donc Pierre Jérémy, j'ai récemment écrit pour Terra Nova un rapport qui est dédié à la souveraineté économique et industrielle, où j'essaye de définir ce que signifie ce terme de souveraineté et comment il s'applique dans le champ économique et industriel, et puis surtout d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire en Europe pour en avoir une pour de vrai. Précédemment, donc actuellement je travaille dans un fonds d'investissement qui investit dans l'hydrogène, qui s'appelle I24, qui est une création d'Ardian et notamment d'Ancien d'Air Liquide, qui a été créé il y a à peu près 4 ans. On est en train de déployer 2 milliards d'euros dans toute la transition énergétique difficile en Europe. Et précédemment, j'ai exercé dans le secteur public, notamment au cabinet de la ministre de l'Industrie, puis au cabinet de la ministre de la Transition énergétique. Très bien, merci pour votre présentation Pierre Jérémy. En 3 points, nous allons évoquer les besoins en matières premières critiques qu'implique la transition énergétique. Nous allons ensuite parler des risques et enjeux associés aux matières premières critiques, et dans un dernier temps, nous allons discuter des actualités et des prospectives vis-à-vis de ce sujet. Alors, pour commencer, la transition énergétique mondiale est un impératif pour lutter contre le changement climatique et assurer un avenir durable. Pourriez-vous nous rappeler les grands enjeux de la transition énergétique mondiale et comment l'Union européenne ainsi que la France tentent d'y répondre aux différents horizons de temps? Je pense notamment à 2030 et 2050, mais peut-être que vous en avez d'autres en tête également. Oui, alors si on revient sur les grands enjeux de la transition énergétique mondiale, je pense que vous l'avez très bien rappelé, il y a un impératif à agir. C'est un impératif politique et juridique, puisqu'on s'y est engagé dans les accords de Paris. C'est un engagement qui a été repris dans le droit européen avec la loi européenne sur le climat en 2021 et depuis 2 jours des objectifs pour 2040 proposés par la Commission. Et ces objectifs européens, ils sont ensuite repris dans la loi nationale, puisque la loi française enjoint à l'État d'atteindre la neutralité carbone en 2050 depuis 2019. Donc en fait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, si on est pour l'état de droit, et donc l'application de ce qui a été voté de manière régulière, on est pour la neutralité en 2050 parce que c'est la loi. Au-delà de ça, c'est un impératif moral, ne serait-ce que celui de léguer aux générations futures un monde en meilleur état que celui qu'on a reçu. Très concrètement, pour notre génération, puisque nous sommes avec Terra Nova Jeunes, c'est l'enjeu de léguer à la génération d'après un monde où on a réglé le problème du changement climatique, comme la génération de nos parents, dont on aime dire qu'elle n'a rien fait, qu'elle nous laisse un monde en ruine. Bon, elle a quand même réglé le problème de la variole et à peu près celui de la polio, donc c'était pas si mal. Donc quelque part, voilà, on a cet enjeu de problème à résoudre, tout simplement pour que nos enfants puissent voir des récifs coralliens quand ils font de la plongée, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, si on regarde comment on s'y prend pour résoudre le problème du réchauffement climatique, déjà il faut changer de mode de production d'énergie et passer de mode de production d'énergie qui consiste essentiellement à brûler une énergie fossile, ce qui relâche du CO2, à passer à des modes décarbonés, et notamment les énergies renouvelables d'une part et le nucléaire d'autre part, qui n'émettent pas de CO2 quand ils produisent 1 MWh. Donc ça suppose 2 choses. La première,
c'est remplacer les moyens de production énergétique d'un type par un autre. Mais la deuxième, et il ne faut pas l'oublier, c'est aussi remplacer les modes de consommation d'énergie, de modes de consommation qui consomment des énergies fossiles vers des modes de consommation qui consomment de l'électricité sous forme directe ou sous forme indirecte. Et donc là, vous voyez que je travaille dans un fonds qui fait de l'hydrogène. Donc concrètement, ça veut dire à la fois remplacer les centrales à charbon par des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries et pourquoi pas des centrales nucléaires. Et d'autre part, remplacer des voitures, des avions, des bateaux qui tournent à l'essence, au kérosène ou au fioul maritime par des modes de transport qui consomment de l'électricité ou des carburants fabriqués en tout cas sans recours aux énergies fossiles. Alors ça tombe bien parce que, comme je le disais, la France et l'Europe se sont engagées à le faire, donc on a des trajectoires assez précises par secteur qui ensuite se déclinent par État membre. Donc en fait, on sait à peu près ce que chaque État membre doit faire en termes de réduction de ses émissions et d'évolution de ses modes de consommation énergétique dans les transports, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'agriculture. Et ça, c'est ventilé dans des documents qui s'appellent les plans nationaux intégrés énergie-climat, qui sont les contributions de chaque pays en termes de planification énergétique à l'atteinte de la neutralité en 2050 à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Donc ça, c'est la gouvernance que nous, on a en Europe. Cette logique de faire des plans tous les 5 ans, de qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on avance petit à petit vers la neutralité, on ne l'a pas inventé en Europe. En fait, c'est dans les accords de Paris aussi, donc c'est un engagement de droit international. Et la plupart des autres grandes géographies qui font du climat, donc en fait tout le monde sauf les États-Unis, font des plans nationaux intégrés énergie-climat. Alors les plans quinquennaux, sans surprise, la Chine en fait, mais par exemple le Brésil ou le Japon en font aussi. Et donc on a une vision assez précise de qui fait quoi sur l'énergie et le climat. Et comme je le disais, l'enjeu c'est déjà de déployer beaucoup d'énergie décarbonée dans les systèmes électriques et dans les systèmes énergétiques. Et donc pour ça, faut avoir les moyens de le faire, on va y revenir. Je vais quand même citer un exemple. Les objectifs de la France dans la PPE, dans la prochaine PPE, si jamais elle est adoptée, c'est de faire 100 gigawatts de panneaux solaires pour la production électrique en France, en plus du nouveau nucléaire, de la prolongation de l'existant, de l'éolien onshore et en mer. 100 gigawatts de panneaux solaires, ça a l'air énorme, puisqu'on sait que 1 mégawatt, c'est à peu l'ordre de grandeur, 1 mégawatt, 1 hectare, c'est à peu près une idée. Néanmoins, en fait, 100 gigawatts, c'est à peu près la moitié de la superficie du département du territoire de Belfort, donc va être réparti sur le territoire français. C'est imperceptible dans les paysages. C'est aussi ce que la Chine a déployé toute seule au cours du mois de mai 2025, 93 gigawatts. Donc c'est des ordres de grandeur. En fait, la Chine est en train de faire en un mois ce que la France fera en 25 ans. Et donc il faut avoir conscience que sur ce sujet de la transition, il y a des gens qui avancent beaucoup plus vite que nous, qui y mettent vraiment les moyens, et probablement parce que beaucoup plus que nous, ils ressentent l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc c'était un peu long, mais voilà le portrait des enjeux. Comme vous l'avez bien rappelé, la transition énergétique implique un changement de paradigme, aller vers des énergies plus décarbonées, que sont par exemple les énergies renouvelables. Je note par exemple que l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, dans son Critical Mineral Global Outlook de 2025, note que les énergies renouvelables ont connu une croissance record ces dernières années, plus 50% par exemple en 2023, et plus 54% sur la capacité d'éolien installé en gigawatts en 2023. On peut noter également la capacité de panneaux photovoltaïques installés en gigawatts qui est de plus 84% en 2023. Également, les ventes de véhicules électriques ont également augmenté. Or, ces technologies reposent sur des matériaux critiques. Dans votre article, vous mentionnez les métaux stratégiques. Pouvez-vous nous expliquer pour nos auditeurs la différence avec les matières premières critiques ? Pourquoi déjà elles sont critiques ou elles sont dites stratégiques, et quelle est la différence entre matières premières critiques, matériaux critiques, métaux critiques, minerais critiques, terres rares, enfin quelle est la différence entre toutes ces appellations ? Alors déjà dans mon rapport, j'essaye de démonter l'idée qu'il soit possible d'établir une liste de choses qui sont critiques ou stratégiques en soi. C'est-à-dire que il n'existe rien qui soit stratégique en soi, on est toujours stratégique ou critique dans un contexte, et ce contexte, en économie, c'est toujours un contexte de marché. Donc en fait, une matière première critique, enfin en tout cas ce que j'essaye de définir comme un intrant critique de l'économie, c'est un intrant
pour lequel il n'y a pas de substituabilité, c'est-à-dire pour lequel on est bien... Et donc je pense, et donc c'est aussi un des points que je développe dans le rapport, c'est que les catégories intellectuelles du droit de la concurrence, la notion de marché pertinent définie par la substituabilité d'un produit par rapport à un autre, la notion de goulot d'étranglement concurrentiel, sont en fait des catégories qui n'ont pas de la valeur que en droit et en économie de la concurrence, mais qui peuvent servir à réfléchir cette notion du caractère stratégique d'une matière ou d'un bien. Et si on veut réfléchir à qu'est-ce qui est stratégique, c'est quelque chose qui est non substituable et sur lequel il existe un acteur ou un cartel d'acteurs qui sont capables d'être dominants, c'est-à-dire qui sont capables de contrôler le prix ou le volume en dehors de la pure logique de marché. Et donc une matière première critique ou stratégique, ou un bien, ou en fait plus généralement n'importe quel produit échangé sur un marché est critique ou stratégique, s'il n'est pas substituable et si un tiers peut vous étrangler l'accès à ce produit. Alors évidemment, aujourd'hui, la principale matière première critique, elle s'appelle les énergies fossiles, puisque c'est un bien qui, le pétrole notamment, n'est pas un bien substituable difficilement, comme on l'a vu en 73, en 79, et le gaz, on a bien vu en 2022 que c'était pas si simple que ça de s'en passer très vite, donc on a ce problème de substituabilité, et on a un certain nombre d'acteurs qui ont un pouvoir de marché, pour reprendre là encore les termes de l'économie de la concurrence, en cela qu'ils sont capables d'intervenir sur les marchés du pétrole et du gaz en dehors de pure logique de marché, et donc de contrôler le prix ou le volume d'une manière hostile servant à leurs intérêts politiques. Donc déjà, il faut toujours rappeler ça, c'est que la transition énergétique, elle comporte un certain nombre de biens stratégiques ou de biens critiques qui certes sont peu substituables, dont on a besoin et où il y a quelques acteurs qui les contrôlent, mais il faut rappeler qu'on part d'un monde où il y a déjà des choses stratégiques ou critiques avec des acteurs hostiles qui les contrôlent. Deuxième chose, c'est pas forcément des biens, ça peut aussi être l'accès à l'information. Alors on pense à tous les débats sur les plateformes. Est-ce que le contrôle des informations sur une plateforme, c'est un bien stratégique? On peut penser à l'accès à certaines voies de communication, le canal de Suez. Donc voilà, il y a la criticité ou le caractère stratégique qui en fait s'étend à plein d'autres choses, mais toujours en se plaçant dans un raisonnement de marché et de est-ce que quelqu'un peut agir sur ce bien ou ce service non substituable en dehors de toute logique de marché. Par ailleurs, la personne qui peut agir sur ce marché, c'est pas forcément un État, ça peut aussi être une entreprise. Et à vrai dire, c'est un autre point que je développe dans le rapport, c'est qu'entre une entreprise en position dominante qui agit de manière discriminatoire sur un marché et un État qui agit de manière discriminatoire sur un marché pour exercer ses buts politiques, du point de vue de la victime, il n'y a pas de différence. Enfin, je veux dire, vous faire que ce soit un État ou que ce soit une entreprise monopolistique qui vous fait les poches, vos poches sont toujours aussi vides après. Donc c'est un peu ça que j'essaie de dégager. Dans la transition, il va y avoir des nouveaux biens ou matières premières critiques. Fort heureusement, tendanciellement, la transition, elle nous libère quand même de la criticité des énergies fossiles. Et c'est quand même un monde dans lequel on dépend du vent et du soleil. C'est quand même un monde beaucoup plus sympathique qu'un monde où on dépend du pétrole et du gaz, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup plus d'endroits dans le monde qui ont du vent et du soleil. Et donc globalement, on réduit le pouvoir de marché de ceux qui ont accès à l'énergie, juste parce qu'on parle d'une ressource qui est mieux distribuée. Et en réalité, on passe d'un monde où l'énergie est une forme et dépendante de l'énergie fossile transformée en électricité ou en force motrice, à un monde où l'énergie, c'est jamais que du vent ou du soleil, sous une autre forme, et en réalité où ce n'est jamais que du capital et du temps sous d'autres formes, ou du capital et du foncier sous d'autres formes. Et ça aussi, c'est des choses qui sont beaucoup plus lisses et beaucoup moins sujets à contrôle que l'accès à la commodité fossile. Donc globalement, la transition, elle tend à réduire les criticités. Après, c'est vrai que pour faire des panneaux solaires, pour faire du câble électrique, pour faire des batteries ou pour faire des alternateurs d'éoliennes, il faut un certain nombre de matériaux critiques. Et donc c'est sur ces briques technologiques-là qu'il y a un certain nombre de maillons de la chaîne dans les chaînes d'approvisionnement sur lesquels certains acteurs ont un contrôle dominant ou quasi dominant. On peut en citer quelques-uns, mais effectivement, l'accès au nickel et au cobalt pour les technologies actuelles de batterie, au lithium pour les technologies actuelles de batterie, à certaines terres rares pour faire des aimants permanents, c'est des segments de produits qui tous passent à un moment soit par une mine, soit par un transformateur
qui est en Chine ou contrôlé par des entreprises chinoises. Et c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'inquiétudes, et à raison, puisque ça crée un goulot d'étranglement sur l'accès à ces matières, qui est un vrai sujet. Pour enchaîner justement sur ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on a une idée des besoins déjà actuels en matériaux critiques et surtout des besoins futurs au regard de la transition énergétique et des objectifs que nous nous sommes fixés? Oui, alors sur ça, je vous renvoie, il y a des travaux assez bien faits de l'AIE qui en a fait une étude quantitative et qui a essayé justement de documenter quelles étaient les parts de marché sur chacune des étapes des différents pays pour justement essayer d'analyser s'il y avait des goulots d'étranglement concurrentiels, qui a plutôt conclu qu'il y en avait. Par ailleurs, c'est important de bien rappeler que, encore une fois, il faut réfléchir en termes de marché pertinent et de non-substituabilité sur chacun des maillons de la chaîne de valeur. Parfois, le produit minier est produit dans plein de pays différents. Pour prendre un exemple, du nickel ou du cobalt, il y en a quand même à plusieurs endroits dans le monde. Par contre, des usines qui raffinent et transforment le nickel et le cobalt pour en faire des matériaux pour pouvoir mettre dans des batteries, ça, elles sont quand même beaucoup en Chine. Et donc le goulot d'étranglement, il n'est pas au niveau de la mine, il est au niveau de la transformation du produit minier. Et parfois, il y a plusieurs étapes successives. Pour prendre un exemple sur les panneaux solaires, il faut du silicium, mais ça, le silicium, c'est du sable. Donc il y en a, je ne vais pas dire partout, mais il y en a beaucoup d'endroits. Mais ensuite, il faut transformer la silice en silicium, le silicium en lingots, les lingots en wafers. Et sur chacune de ces étapes de transformation, il y a une poignée d'acteurs, pour beaucoup en Chine, qui ont un contrôle sur le marché. Donc faut pas regarder juste la mine, mais il faut regarder la distribution minière, mais il faut regarder aussi les chaînes de valeur plus en profondeur. Après, sur l'évaluation des besoins, donc comme je disais, il y a l'AIE qui a fait des travaux. En France, il y a un observatoire qui s'appelle l'OFREMI qui produit de la donnée. Plusieurs pays ont leurs propres outils et l'Union européenne est en train de faire un travail de recensement dans le cadre du Critical Raw Materials Act. Donc la documentation, elle est accessible en ligne. Ce que je tiens quand même à dire, c'est qu'il faut faire attention parce que les technologies progressent. Et ça, c'est une autre plutôt bonne nouvelle, c'est que on est toujours surpris par la réduction des besoins en matières premières critiques quand les technologies progressent, ou par l'évolution des matières premières critiques quand on passe d'une chaîne technologique à une autre. Et pour prendre un exemple, les technologies de batterie actuelles ne consomment pas exactement les mêmes types de métaux que celles d'il y a 20 ans, et très certainement pas les mêmes que celles de dans 20 ans. Et donc, heureusement, les chercheurs et les entreprises qui produisent ces briques technologiques cherchent constamment à essayer d'optimiser leur approvisionnement en optimisant aussi les technologies et en réduisant le recours à des matières premières qui coûtent cher. Voilà. Vous avez parfaitement enchaîné sur mes prochaines questions qui vont être plutôt sur les risques et les enjeux associés aux matières premières critiques et comment y répondre. Nous avons donc dans la discussion précédente rappelé le lien ténu qui existe entre la transition énergétique et le besoin en matériaux critiques. Néanmoins, de l'extraction au raffinage jusqu'à la transformation en produits manufacturés, il existe des risques prépondérants dans cette supply chain que vous avez évoqué parfaitement. Nous allons évoquer 3 principaux types de risques, mais peut-être que ces risques peuvent être définis dans des catégories différentes. C'est à vous de nous le dire, Pierre-Jérémy. J'ai noté, moi, les risques d'approvisionnement, les risques géopolitiques et les risques environnementaux et sociaux. À votre sens, quels sont les risques principaux concernant les matériaux critiques ? Les risques liés à une matière première critique, ils sont assez simples, du point de vue de l'acheteur, du point de vue du client, c'est que quelqu'un, ou un cartel de quelqu'un, vous restreigne l'accès en prix ou en volume. C'est donc que vous ayez toujours quelqu'un qui vienne soit vous imposer la rareté, soit vous imposer la cherté, ce qui d'ailleurs revient un peu au même, et le fasse d'une manière qui ne soit pas le reflet de signaux de marché, c'est-à-dire qu'il le fasse d'une manière qui lui ne lui fait pas mal, mais qu'il le fasse ou d'une manière qui n'est pas logique pour lui, mais qu'il le fasse pour servir des fins politiques ou pour obtenir un but politique de votre part. Donc c'est ça le risque numéro 1 du point de vue de l'acheteur. Après, du point de vue plus global et plus économique, il peut arriver que les matières critiques, elles aient des incidences sur l'environnement ou sur d'autres externalités. Et donc ça, c'est aussi des risques qui méritent d'être pris en compte, mais qui sont inhérents à toute activité économique et à toute activité humaine d'ailleurs. Et donc il me semble pas quelque chose qui est propre aux matières critiques. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Pour définir justement au mieux quels sont les risques, on a noté les risques d'approvisionnement. Est-ce que vous avez
vous pouvez nous rappeler quels sont les premiers producteurs et raffineurs finalement de matières premières critiques dans le monde. Vous avez bien évoqué la différence entre l'extraction et le raffinement. Oui, alors, on peut en citer plusieurs. On peut prendre plusieurs matières premières critiques. Alors, étant entendu que, encore une fois, la criticité, ça n'est pas une propriété intrinsèque de la matière, c'est le fait d'être non substituable et d'avoir quelqu'un qui peut vous bloquer l'accès. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux matières nécessaires pour les technologies de la transition. Il y en a de toutes sortes. Mais on peut prendre par exemple deux cas particuliers. Un premier, c'est le nickel et le cobalt, qui sont donc des métaux qui sont très très indispensables dans un certain nombre de chaînes de valeur, notamment la fabrication des batteries aux technologies actuelles, mais aussi par exemple dans le cas du nickel pour faire des aciers inoxydables, enfin, pour un certain nombre d'applications industrielles, qui sont produits dans un nombre limité mais strictement positif et qui se compte sur les doigts de quelques mains de pays. Donc pour prendre le nickel, la France en produit en Nouvelle-Calédonie, la Russie est un très gros producteur, il y a également des productions au Canada, en Afrique, voilà, il y a plusieurs endroits. Le cobalt, on sait que les gisements les plus importants sont en République démocratique du Congo, plus généralement dans l'Afrique des Grands Lacs, mais il y a aussi d'autres gisements, notamment en Scandinavie, en Russie. Et donc, en soi, la mine n'est pas une contrainte. De toute façon, quand un pays est suffisamment grand, statistiquement, il va avoir un peu de tout en termes de mine. La Russie, tout le monde a en tête le fun fact que l'ex-Union soviétique avait la superficie de la planète Pluton. Enfin, quand j'étais petit, en tout cas, il y avait encore une Union soviétique et il y avait encore une planète Pluton. Maintenant, les deux n'existent plus. Mais toujours est-il que il y a de la place et donc on trouve un peu de tout juste par loi des grands nombres. Et en fait, la criticité, elle vient pas forcément de ces producteurs, elle vient du fait que les gens, les acteurs économiques qui assurent le raffinage et la transformation de ces métaux sont de manière prédominante en Chine ou contrôlés par des intérêts économiques chinois, et de ce fait peuvent faire l'objet eux-mêmes soit d'ententes entre eux, soit de contrôle politique des autorités chinoises qui peuvent en théorie conduire à des pressions sur les usagers in fine de ces produits. À noter qu'à date, ça ne s'est pas produit. Enfin, en tout cas, si cartel il y a, il n'a jamais été documenté. Bon, à l'inverse, on peut prendre d'autres matières premières de l'économie actuelle, pré-transition, et notamment le gaz, où le gaz c'est assez simple. Il y avait un pourcentage entre 40 et 50% du gaz européen qui arrivait par tuyau de Russie fourni par Gazprom dans des contrats long terme. Du jour au lendemain, ou en tout cas en quelques mois, les livraisons ont été ralenties ou taries. Au début, on pensait que c'était des problèmes de maintenance chez Gazprom. Assez vite, on a compris que c'était pas que des problèmes de maintenance. Surtout quand on a vu des blindés passer la frontière ukrainienne dans le mauvais sens. Et donc ça, c'est aussi un autre cas de criticité avec une matière première sur lequel il n'y a pas de substituabilité et il y a un partenaire hostile. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Justement, face à ce problème cité, surtout concernant du coup les matières premières critiques, puisque c'est bien le sujet de notre podcast, est-ce que vous avez en tête des politiques et des stratégies économiques qui pourraient réduire justement cette potentielle dépendance envers des pays producteurs et raffineurs en France ? Oui, alors déjà je pense qu'il faut rappeler, il y a un autre point aussi que je souhaiterais rappeler, c'est la différence entre ressources minières et réserves minières, qui est quelque chose qui n'est pas assez bien compris. La ressource, c'est ce qui est physiquement présent dans le sous-sol. La réserve, c'est ce qui est physiquement exploitable aux conditions présentes de marché, ce qui est économiquement exploitable aux conditions présentes de marché. Donc vous pouvez avoir une ressource très importante, mais comme le prix de la matière n'est pas assez élevé, la réserve elle est assez faible. Et si jamais les prix de marché augmentent ou si jamais les technologies rendent l'exploitation plus compétitive, d'un coup les réserves augmentent considérablement. Et donc il ne faut pas voir la disponibilité des ressources minières comme étant des petits gisements finis. Enfin, je veux dire, le monde réel n'est pas Age of Empires. Dans le monde réel, les ressources minières, elles sont un peu partout présentes à des concentrations diverses. Et quand le prix de cette matière augmente de plus en plus de mines deviennent économiques.
Et donc tendanciellement, si vous faites diverger jusqu'à plus l'infini le prix de n'importe quel produit, vous arrivez à exploiter dans des quantités qui deviennent de plus en plus arbitrairement élevées. Alors, et ça je pense que c'est important de bien le comprendre parce que voilà, on a cette image de ressources épuisables, etc. C'est vrai, les gisements faciles sont épuisables, mais plus on avance, plus l'économie est performante, plus elle est capable de payer cher pour des matières et donc d'aller chercher des nouveaux gisements. Un bon exemple de ça, peut-être un peu pathologique, c'est le cas de l'uranium. De l'uranium aux conditions actuelles de marché, il y a certains endroits où on sait en produire pour couvrir nos besoins. Si jamais le prix de l'uranium faisait x2, x3, ça rajouterait quelques euros par mégawattheure sur le prix de l'électricité en France. Et en fait, à ces prix-là, c'est économique d'exploiter des mines d'uranium en France métropolitaine, voire même d'extraire l'uranium de l'eau de mer. Et donc en fait, voilà, c'est juste pas un sujet. Si on revient sur votre question, il y a plein de manières de réduire notre dépendance. Et c'est un des points du rapport, c'est que ces manières, elles ne sont pas que françaises, en fait, elles sont forcément européennes. Puisque le principe même de l'Union européenne, c'est qu'on ait un marché commun à 27. Et donc si on essayait, nous, Français, de résoudre nos petites dépendances entre Français, d'une part, on résoudrait aussi les dépendances de nos voisins, puisque les produits qu'on sécuriserait pour nous, en fait, ils seraient sécurisés sur un marché qui est parfaitement liquide à 27. Et à l'inverse, si on essayait de se garder égoïstement la ressource pour nous, ce serait contraire à nos engagements européens, contraire aux traités, et heureusement, il y aurait une Commission européenne pour nous empêcher de le faire. Donc en fait, il faut qu'on construise ça à 27. Donc ça rend l'exercice plus difficile, mais d'un autre côté, ça nous donne aussi beaucoup plus de leviers de négociation avec les autres, et ça nous donne notamment des outils qui sont dans les traités pour pouvoir faire ça. Et donc on peut utiliser le droit de la concurrence. Il s'avère que c'est une des choses que la Commission européenne fait très bien, c'est d'aller taper sur ceux qui construisent des cartels, des positions dominantes pour essayer d'en abuser. Et comme je le disais, le droit de la concurrence et les matières stratégiques, c'est un peu la même chose. En tout cas, c'est les mêmes manières de raisonner. Et donc cet outil-là, la Commission peut l'utiliser. Il y a l'outil du commerce extérieur, et notamment des accords bilatéraux de commerce extérieur. Alors on parle beaucoup du Mercosur, on parle beaucoup de l'accord avec le Canada. Bon, il s'avère que c'est quand même des gens qui partagent notre système de valeurs, qui ont des matières premières critiques, qui ont besoin de certains produits industriels européens et avec lesquels peut-être un partenariat plus juste peut être construit pour justement faire notre transition ensemble. Et puis après, il y a aussi des outils plus coercitifs où sur certaines matières vraiment très indispensables et où on veut absolument garder une production domestique en Europe, eh bien peut-être l'Union pourrait intervenir pour financer certains outils industriels ou leur maintien, ou empêcher que certaines matières sortent de l'Union si on en juge vraiment le besoin. Pour ça, il y a des outils qui existent en droit américain pour permettre au gouvernement fédéral justement d'avoir des outils d'intervention directe dans l'économie pour faire ça. L'Europe s'en est pas encore dotée. Voilà, le rapport propose un certain nombre de calques de ce que font les Américains pour pouvoir nous aussi avoir un vrai outil de souveraineté économique européenne. Vous avez mentionné justement que les solutions ne pouvaient pas limitées à une réponse uniquement française, mais à un cadre plus large grâce à l'Europe. Nous avons vu, comme nous pouvons voir également comme solution, que le recyclage peut sembler être une solution aussi pérenne, enfin peut-être pas tout à fait pérenne, mais en tout cas qu'elle peut représenter une part importante des ressources. C'est ce que vous avez mis notamment en avant dans votre rapport. Vous pouvez nous en dire plus tout simplement sur cette solution-ci ? Oui, bien sûr. Alors, le recyclage, ça fait partie des solutions, tout simplement parce que, et de manière générale, parce que le passage de l'économie actuelle, plutôt fossile, plutôt en cycle ouvert, à une économie de 2050, plutôt décarbonée, et idéalement complètement décarbonée, et donc plutôt aussi en cycle fermé, en tout cas avec davantage de fermeture du cycle sur les ressources, avec davantage aussi de sobriété d'usage sur certains produits ou certaines matières, a priori, c'est aussi un monde qui est plus résilient, parce qu'on est moins dépendant de flux sur certains produits critiques. En tout cas, en théorie, c'est ça qu'on aimerait se dire. Et effectivement, à ce titre, eh bien, le recyclage fait partie des solutions pour réduire les besoins de matières premières critiques. Alors, c'est vrai dans une certaine limite. On peut prendre un bon exemple dont on a parlé avec Bruno Jacquemin dans une interview chez Terra Nova pour la grande conversation. C'est le cas de l'acier. Alors l'acier, on a l'image que c'est pas du tout une matière première critique, que l'acier, il y en a partout, que le minerai de fer, ça se trouve facilement,
et que en fait, voilà, on n'a pas l'image de l'acier comme étant une matière première critique. On préfère penser à des petits métaux, un peu poudre de perlimpinpin, enfin, on passerait l'expression présidentielle. Voilà. Alors, c'est pas complètement vrai. En réalité, du minerai de fer qui permet de faire de l'acier aux bonnes spécifications de performance pour faire, par exemple, de la tôle automobile, voire des aciers qui servent à faire des applications plus exigeantes dans l'aéronautique ou autre, en fait, il n'y en a pas partout, c'est pas si simple que ça à trouver, et ensuite, pour le transformer, il faut certains actifs industriels, notamment des hauts fourneaux, qui sont des actifs très émetteurs d'énergie fossile. Et donc, pour pouvoir passer de ça à de l'acier décarboné tout en remplissant nos besoins, on ne pourra pas le faire complètement avec de la ferraille, parce que la ferraille, elle est contaminée. En fait, quand on collecte la ferraille, forcément, on collecte aussi d'autres trucs, et quand on va faire fondre tout ça, on pollue un petit peu le fer avec d'autres choses, notamment avec des traces de cuivre, qui a des effets ensuite sur la qualité mécanique de la tôle. Et donc, il faut corriger la ferraille avec du minerai de fer vierge. Donc, en fait, même quand on passera à de l'acier complètement décarboné, on aura encore besoin de minerai de fer pour pouvoir faire de l'acier plat. Et à ce moment-là, du coup, ce minerai de fer, il faudra l'avoir pré-réduit. Et donc, c'est un des projets sur lequel on travaille au bureau, qui est de faire de la pré-réduction du minerai de fer en Suède. Donc, on est en train de construire la première usine sidérurgique neuve en Europe depuis les années 70, précisément pour pouvoir faire ça. Mais il faut noter que ça, même avec beaucoup de recyclage, ce sera encore de l'acier vierge, il y aura encore des mines pour pouvoir continuer de faire ça. Et que même dans un monde parfaitement neutre en carbone et très très circulaire, on aura probablement encore un petit peu besoin de certaines matières premières minières pour certains besoins de niche. Et si on est même très provocateur, il est probable qu'en 2050 et au-delà, on ait encore besoin de quelques puits de pétrole pour faire quelques produits de base de la chimie organique, même si, idéalement, on consommera énormément moins de plastique, on sera passé à des textiles beaucoup moins consommateurs d'énergie fossile, on sera dans un autre monde. Malgré tout, on aura probablement encore un petit peu besoin de cette très belle soupe d'oléfine que la nature nous fournit. Voilà. Vous l'avez tout à fait évoqué dans votre réponse. On peut finalement du coup envisager de nouveaux substituts pour certains matériaux. Vous l'avez évoqué juste là par cette réponse, mais aussi vous avez pris l'exemple des batteries. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux finis je pense notamment en ce moment aux batteries. Vous travaillez par exemple sur l'hydrogène. Est-ce que par exemple dans le futur, l'hydrogène pourra remplacer les batteries, ou est-ce que vous avez en tête des produits finis finalement qui pourraient substituer d'autres produits déjà existants ? C'est probablement pas les mêmes usages. Donc en fait, c'est les segmentations d'usage qui vont évoluer. Mais ce qui est certain, c'est effectivement qu'avec la transition, il va y avoir des déplacements d'usage et des substitutions entre certains biens. On peut en parler d'un qui est assez simple, c'est les matériaux de construction. À mesure qu'on va aller plus loin dans la transition, donc pour produire du ciment, il faut émettre du CO2. Parce que tout simplement, le ciment, ça n'est jamais que du CO2 de l'atmosphère qui a été stocké il y a très très longtemps sous forme de calcaire. Quand on chauffe le calcaire, on libère le CO2 pour former en gros du ciment. Si on veut décarboner le secteur de la construction, on continuera d'avoir besoin d'un peu de ciment. Et d'ailleurs, les cimentiers font des travaux très intéressants pour essayer de réduire les émissions de leur activité, par exemple en faisant de la capture de carbone en sortie de cheminée des cimenteries. Il n'en reste pas moins qu'on construira probablement aussi des bâtiments qui seront plus sobres en matériaux et notamment en ciment. Et donc en fait, on va faire évoluer les modes de construction, qui sont en tout ciment ou tout béton, vers des modes de construction mixtes, dans lesquels il y aura aussi des matériaux biosourcés qui stockeront le carbone dans le bâti. Et donc ça, c'est un des enjeux importants de la réforme des modes de construction qui s'appelle la RE 2020, qui est un des grands acquis environnementaux de la première mandature, qui avait été porté par Barbara Pompili et Emmanuel Vargon à l'époque. Et donc ça, c'est un exemple de substitution de matériaux qui a des effets sur le bilan en empreinte carbone dans un secteur que tout le monde connaît, quoi. Toujours dans l'idée de répondre aux enjeux sociaux, mais aussi environnementaux, est-ce qu'on a... On sait quels sont les impacts environnementaux finalement qui sont associés au MPC, aux matières premières critiques, liés à la transition énergétique comparativement à ceux qui existent actuellement. Je pense notamment au pétrole ou au gaz. Est-ce qu'on a une idée de
À quel point ceci est bénéfique ? Alors je ne connais pas de travaux comparés, de travaux sur l'impact environnemental comparé des chaînes de production des matières premières de la transition versus les matières premières fossiles. Ça, je ne suis pas sûr que ça ait été fait avec des analyses en cycle de vie complètes. Par contre, dans le rapport Futur énergétique 2021 de RTE, il y a une analyse très fouillée sur chacun des scénarios de futur énergétique, de l'impact environnemental, y compris coût carbone en cycle de vie des systèmes énergétiques français complets, donc tenant compte du coût de production des panneaux solaires et des éoliennes et du réseau en grammes de CO2 émis en cycle de vie, et aussi d'impact en termes de besoins en matières premières critiques de chacun des scénarios, selon qu'on a plus ou moins de nucléaire, plus ou moins de renouvelables, qui conclut plutôt que le scénario qui a été retenu dans la PPE est non seulement celui qui est le plus économique en prix, mais aussi celui qui est le plus économe en ressources et le moins impactant en carbone en cycle de vie. Évidemment, ça, c'était dans des conditions et des jeux d'hypothèses de 2019-2021, donc qui remontent à avant la crise ukrainienne, la crise des matières premières. Donc c'est des travaux qui mériteront d'être actualisés, mais néanmoins, c'est des grands constats stylisés qui restent probablement justes et qui ont été en partie refaits côté allemand dans une étude qui est parue l'année dernière, qui est très intéressante, qui s'appelle l'étude Copernicus avec un K, qui est un peu leur équivalent à eux des travaux d'RTE Futur énergétique. Donc tout ça pour dire qu'il y a des études qui tendent à montrer que, en tout cas, que globalement, les scénarios de transition sont des scénarios qui réduisent plutôt les impacts environnementaux en global. Et il faut avoir en tête que une voiture électrique, en fait, il faut, pour faire 1 kWh de déplacement d'une voiture thermique, il faut entre 3 et 4 kWh d'essence. Puisque le moteur thermique, il a une efficacité d'à peu près 25%. Le moteur explosion diesel, voilà. A l'inverse, un moteur électrique, il a une efficacité d'à peu près 95 à 85%, selon les cas. Et donc, avec 1 kWh d'électricité dans la batterie, vous allez faire 0,85 ou 0,90 kWh de déplacement. Donc tout ça pour dire que le seul fait de passer du moteur à explosion à l'électrique fait que vous avez un gain d'à peu près x3 en efficacité de la consommation énergétique. Et donc ce seul gain sur l'usage compense très largement l'assez théorique perte que vous avez du fait qu'il faut un peu plus d'énergie pour fabriquer la batterie et assembler le véhicule électrique. Donc ça, c'est vrai sur les voitures électriques. C'est aussi vrai sur les modes de chauffage. Faire une pompe à chaleur, c'est pas vraiment plus compliqué ou plus consommateur de ressources que faire une chaudière gaz. Mais il s'avère que la pompe à chaleur, il lui faut 0,3 kWh d'électricité pour faire 1 kWh de chauffage chez vous, alors que la chaudière gaz, il lui faut 1 kWh de gaz pour faire 1 kWh de chauffage chez vous. À l'ordre 1, c'est ça qui se passe. Donc globalement, la transition, elle est plus économe intrinsèquement, et ce gain d'économie à peu près x3 sur le chauffage et sur le transport, il est tellement gros à l'échelle de nos usages qu'il permet de compenser très largement des choix même un peu luxueux sur les objets énergétiques qu'on va utiliser. Souvent, les matières premières critiques, du moins dans leur extraction ou leur raffinement, peuvent créer des enjeux locaux, souvent liés aux populations ou à l'environnement, mais de manière locale. Vous avez notamment, dans votre rapport, mis en avant la redistribution des retombées économiques locales. Pouvez-vous nous en dire plus ? Dans l'histoire des systèmes énergétiques, on a parfois fait des choix politiquement et socialement très difficiles qui ont été bien acceptés par les territoires concernés parce que c'était au service de l'intérêt général. Et un bon exemple, c'est la construction des barrages hydroélectriques en France entre 1919, date de la loi de 1919, et les années 60. On a équipé tout le pays avec des barrages. Et quand on a fait ça, on a quand même inondé des vallées où il y avait des villages habités, on a déménagé les gens. Enfin, je veux dire, c'était pas le barrage des Trois Gorges, mais vous voyez quand même l'idée, quoi. Et ça, on a réussi à le faire d'une manière assez simple, qui était que quand on construisait le barrage, donc d'une part, on relogeait les gens, il y avait un travail d'accompagnement par les acteurs, mais surtout, il y avait la promesse qu'on allait amener de l'activité économique et de l'électricité pas chère pour les gens et les entreprises qui s'installeraient dans ces territoires. Et à telle enseigne qu'en 1946, quand la loi de nationalisation est arrivée, on a trouvé des artifices pour maintenir cet accès à l'électricité compétitive dans les territoires qui avaient les barrages. Bizarrement, aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est-à-dire que les énergies renouvelables ne bénéficient pas directement aux territoires qui les accueillent, alors que pourtant,
c'est entre guillemets leur vent et leur soleil. Et donc il y aurait une logique à faire de même pour faciliter l'acceptation, je disais des énergies renouvelables, mais en fait de toutes les énergies décarbonées. Donc de dire que quand vous êtes dans un territoire qui accueille de la production énergétique au service de la collectivité, des éoliennes, des panneaux solaires, du biométhane, une centrale nucléaire, il serait logique que les riverains et les entreprises qui s'établissent dans ces territoires bénéficient d'un rabais en pied de facture financé par l'opérateur de ces installations. Et à vrai dire, je suis certain que si on faisait cela, on réduirait de beaucoup l'opposition à l'arrivée des énergies décarbonées dans les territoires. Donc c'est une solution simple. Elle avait été proposée aux législateurs début 22 dans la loi d'accélération pour les énergies renouvelables. Ça n'a pas été retenu dans le débat parlementaire pour des raisons qui, à vrai dire, me sont incompréhensibles. Mais c'est certainement une idée qui reviendra parce que tout simplement, elle répond à la logique et au bon sens, qui est que la bonne volonté est fort heureusement quelque chose qui peut s'acheter. Est-ce que vous avez en tête d'autres leviers justement qui pourraient permettre d'accélérer justement la transition énergétique d'un point de vue local, je parle au niveau de la France mais aussi au niveau de l'Europe sur ces projets? Oui, alors il y a tout un travail qui est en cours au niveau européen sur la réforme du permitting, notamment pour les réseaux mais aussi pour les installations énergétiques. Il y a d'ailleurs eu une série de communications de la Commission européenne hier, que j'ai pas encore fini de lire, mais dans laquelle elle développe l'idée d'accélérer le permitting pour les réseaux en essayant d'harmoniser les procédures d'autorisation de ces installations en Europe. C'est quelque chose qui est cohérent avec un rapport qu'on a sorti, alors vous m'excuserez de parler de la concurrence, mais qu'on a sorti chez Montaigne avec Maxence Cordier, où on a essayé de développer ce que pourrait être un cadre harmonisé de permitting en Europe pour les installations énergétiques. C'est certainement un axe de travail important, et à telle enseigne que la Commission européenne a déjà annoncé qu'elle allait travailler dessus dans son programme de travail. Donc nous avons discuté des risques et des solutions possibles pour la France au sujet de la dépendance aux matières premières critiques afin de permettre une transition énergétique. Pour pouvoir donner une image plus tangible de la discussion précédente et voir comment celle-ci s'inscrit dans notre actualité et notre futur, nous allons maintenant nous recentrer sur des sujets d'actualité et réaliser une prospective géopolitique vis-à-vis des matières premières critiques. Nous avons évoqué la participation majeure de la Chine sur la chaîne de production des matières premières critiques, que ça soit du raffinage à la transformation en batteries, panneaux photovoltaïques ou éoliennes. La Chine avait annoncé en décembre 2024 bloquer ses exportations de certains métaux stratégiques vers les États-Unis, gallium et germanium, comme réaction aux droits de douane des États-Unis. Est-ce que la Chine finalement peut exercer ce moyen de pression contre l'Europe et la France également? Alors oui, et à vrai dire, le fait de contrôler les exportations ou les importations, donc le fait de contrôler les flux aux frontières de marchandises, comme je l'explique dans le rapport, c'est un des attributs les plus fondamentaux de la souveraineté économique. Donc la Chine peut le faire, les États-Unis peuvent le faire et le font. Et à vrai dire, c'est une vraie... Si on veut faire émerger une souveraineté européenne, à un moment, il faudra que l'Union européenne se dote de cette capacité à agir discrétionnairement sur certains flux d'importation ou d'exportation pour satisfaire ses besoins politiques ou économiques. On notera d'ailleurs que le germanium et le gallium, ça n'a pas trop d'applications pour la transition énergétique, c'est plutôt des matières premières qui ont des applications en défense, en électronique de puissance, donc, enfin, voilà, qui sont dans d'autres niches applicatives. Ce qui au passage donne une idée du message des Chinois qui n'est pas on veut bloquer la transition, qui est plutôt on sait appuyer là où ça fait mal, on pourrait appuyer plus fort à d'autres endroits où on sait aussi que ça fait mal, mais on vous passe un message sur le fait qu'on n'est pas très content des droits de douane. Voilà. Dans votre rapport, vous avez mis également en avant l'exemple du lithium produit en Chine qui, dans sa situation de monopole, lui permet de générer d'importants bénéfices en cas de prix élevés, ou au contraire de freiner l'émergence de potentiels concurrents lorsque les prix sont bas. Enfin, cela peut finalement s'apparenter à certains égards à la situation de monopole de la Standard Oil aux États-Unis, dans le passé avec le pétrole. La Chine est-elle finalement en capacité de totalement manipuler les prix et finalement, si oui, si elle est capable de ce fait, comment se prémunir alors face à ce risque de manipulation des prix? Alors, c'est un peu le point, c'est que... alors, déjà, il y a une première question, c'est est-ce que cette manipulation des prix, elle est le fait de la Chine ou est-ce qu'elle est le fait d'un groupe ou d'un cartel d'acteurs chinois? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a juste des acteurs qui font jouer leurs intérêts économiques, voilà, ou est-ce qu'ils le font avec
la bénédiction des autorités chinoises, à l'invitation des autorités chinoises, ou sur ordre des autorités chinoises. Et je veux dire, il y a tout ce spectre d'options où, à vrai dire, moi je ne prétends pas connaître la réponse, mais néanmoins il est attesté et documenté dans la presse, alors c'est plutôt sur les panneaux solaires, que les acteurs chinois du photovoltaïque se mettent d'accord entre eux sur comment ils gèrent leur surcapacité, et avec plutôt pour conclusion que les surcapacités, ils les fourguent à l'export à des prix plutôt plus bas, ça a certainement, alors je ne sais pas si c'est intentionnellement pour dégrader la concurrence, mais en tout cas avec pour effet que ça dégrade la concurrence. Et ça c'est documenté dans la presse économique, y compris chinoise. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de noter que dans les dernières communications du gouvernement chinois, ils communiquent plutôt pour essayer de réduire ces effets de baisse des prix qui créent des tendances déflationnaires dans l'économie chinoise, qui ensuite ont des effets macro qui sont problématiques pour eux. Donc il y a un peu des contre-messages qui sont passés. Ceci étant dit, oui, il est certain que ce type d'entente existe. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que le droit de la concurrence européen, c'est un des outils très puissants de la Commission européenne. Je veux dire, s'il y a bien la Commission européenne, on aime dire c'est quoi son numéro de téléphone, voilà. Il y a quand même un truc qu'elle fait et où elle fait peur à tout le monde. Elle fait d'ailleurs même peur aux grands acteurs américains du numérique. C'est qu'elle sait taper là où ça fait mal par l'outil du droit de la concurrence. Et la jurisprudence constante de la CJUE, alors j'en parle dans le rapport, a admis que l'autorité de la Commission européenne dans sa fonction de répression des positions dominantes ou des abus de position dominante s'exerçait y compris sur des abus qui étaient caractérisés hors de l'Union européenne. Donc en gros, il y avait déjà une extraterritorialité du droit de la concurrence européen et que la Commission pouvait prendre des sanctions contre des acteurs qui font une entente quand bien même ils s'entendraient hors d'Europe, pour peu que les effets économiques de cette entente se fassent sentir sur le marché intérieur européen. Donc son critère de juridiction ne se définit pas par la territorialité du fait générateur, mais par la territorialité des effets économiques sur le marché européen que la Commission est là pour protéger. Et donc dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer que la Commission utilise cet outil de contrôle pour aller prendre des mesures conservatoires, puis des mesures de sanctions contre des acteurs qui abuseraient au détriment du marché intérieur européen. Après, c'est un équilibre difficile parce que, certes, ça détruit la concurrence de producteurs de panneaux européens. D'un autre côté, l'Union européenne doit aussi faire sa transition et poser plein de panneaux pour produire de l'électricité le moins cher possible au bénéfice de la compétitivité européenne. Et donc il faut trouver un point d'équilibre entre maintenir des filières domestiques sur les équipementiers de la transition et de l'autre côté, faire notre transition à nous le moins cher possible, ce qui dans la plupart des cas suppose aussi d'acheter des équipements chinois les moins chers possibles. Et donc il faut arriver à trouver le bon équilibre. Et donc ce que je pose dans le rapport, c'est que pour ça il faut se placer dans un jeu stratégique, où nous on essaye de réfléchir à quels sont nos goulots d'étranglement que nous avons encore sur les Chinois, sur lesquels nous on peut essayer de défendre ces filières-là et de se garder des moyens de contrôle ou de contre-pression. Et à l'inverse, sur d'autres secteurs où, entre guillemets, la bataille est déjà perdue, peut-être accepter que, oui, on est structurellement importateur et que peut-être que tout ça est un jeu ricardien dans lequel, nous, il faut qu'on accepte d'être des vendeurs de Porto pendant que d'autres fabriquent du drap. Voilà. Nous avons vu que la Chine était l'acteur prépondérant sur ce sujet, mais néanmoins, les États-Unis nous ont aussi montré également des signes visibles de leur intérêt à ce sujet, notamment pour l'Ukraine et le Groenland. La négociation des États-Unis vis-à-vis des terres rares en Ukraine nous a indiqué, au-delà d'un clair retour de l'impérialisme américain, un possible renversement des équilibres géopolitiques et le retour d'un rapport de force et de l'unilatéralisme en matière de négociation. Quelles sont alors les solutions à la disposition de la France et de l'UE dans ce nouveau jeu politique ? Doit-on nécessairement, nous aussi, nous préparer militairement et économiquement à un rapport de force ? Et si oui, comment s'y préparer ? Sinon, quelle voie choisir ? Alors oui, vous avez mentionné les terres rares en Ukraine. Alors c'est assez amusant parce que je pense que c'est un assez bon cas d'école où, alors déjà les terres rares, elles sont pas rares, donc elles sont très mal nommées terres rares. Et à vrai dire, ce qui est rare, ça n'est pas leur exploitation ou leur présence minéralogique dans le sol, c'est leur transformation. Et il s'avère que la transformation des terres rares, qu'elles soient ukrainiennes, finlandaises, françaises, congolaises ou chinoises, la plupart du temps, elle se fait en Chine. Il y a quelques pays qui ont des outils qui savent faire ça. D'ailleurs, la France a une usine à La Rochelle, le groupe Solvay a une usine à La Rochelle qui fait de la transformation des terres rares
aujourd'hui surtout pour mettre, si je ne me trompe pas, c'est de l'erbium dans les pots catalytiques de voitures en substitution du platine. Mais voilà, ils savent faire plein d'autres choses et c'est un très beau site historique de notre industrie chimique qu'il faut bien entendu préserver. Mais toujours est-il que voilà, le vrai bottleneck, il est sur la transformation des dites terres rares. Et ça, les usines, elles sont essentiellement en Chine, et c'est pas un accord entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky qui va les faire déménager. Par ailleurs, il n'est pas du tout dit que l'Ukraine ait des gisements fabuleux de terres rares. Si j'ai bien suivi, je pense que cet accord, il avait essentiellement 2 objectifs. Le premier, c'était de pouvoir montrer de la part de Trump vers sa base électorale que, contrairement à ses prédécesseurs, l'accord avec l'Ukraine était bien un donnant-donnant, et que les Ukrainiens s'engageaient à offrir quelque chose aux États-Unis et qu'il n'y avait pas de don unilatéral des États-Unis vers l'Ukraine pour les aider à se défendre. Donc c'est vraiment une question de posture politique. D'ailleurs, quand on regarde les termes de l'accord, c'est des termes dans lesquels il y a un fonds d'investissement conjoint américano-ukrainien qui investit dans la reconstruction de l'Ukraine et qui est gagé par potentiellement, si jamais les investissements ne sont pas rentables, la valorisation des ressources minérales futures de l'Ukraine. Bon, en réalité, ça ressemble quand même pas mal à un accord d'investissement des États-Unis en Ukraine, point, et dans lequel les matières premières servent de façade politique. Après, il y a probablement certaines matières premières ukrainiennes ou certains outils industriels ukrainiens qui sont jugés stratégiques par les États-Unis. On peut présumer qu'il y en a un qui est le titane, puisqu'il y a des mines de titane en Ukraine et surtout il y a des capacités de transformation du titane en Ukraine. Là où historiquement il y avait les Occidentaux et en particulier la filière aéronautique occidentale était plutôt importatrice de titane ukrainien et russe transformé en Russie, ce qui évidemment est un scénario qui est devenu très indésirable très vite. Et donc je pense qu'il y a aussi ça qui fait partie du grand schéma général des Américains. Mais donc voilà, je pense que sur l'accord ukrainien, il ne faut pas trop en faire. Après, ce qui est certain, c'est que les États-Unis, à présent, assument d'avoir un intérêt stratégique, d'avoir des intérêts stratégiques et de jouer leurs intérêts stratégiques au plan économique comme un souverain économique qui n'est pas lié par les accords antérieurs avec des partenaires même aussi loyaux et attachés à l'amitié transatlantique que les Européens. Donc il est très certainement temps que l'Europe se dote d'outils symétriques des Américains pour défendre son marché intérieur et agir en souverain économique sur son marché intérieur. Mais ça veut aussi dire que si on passe de ce monde, d'un monde multilatéral à un monde multipolaire, peut-être qu'il faut que l'Europe accepte qu'on est dans ce jeu stratégique multipolaire et donc on réfléchisse à nous, quels sont les pôles avec lesquels on peut s'entendre pour peser face aux Américains, face aux Chinois ou face à d'autres contreparties hostiles ou peu coopératives. Et à vrai dire, quand on regarde autour de nous, les partenaires immédiats de l'Europe qui sont a priori comme nous des démocraties, comme nous attachés à une forme de justice environnementale et sociale, comme nous attachés à la question climatique, en fait, assez vite, on s'aperçoit que en Amérique, il y en a. Il y a le Mercosur, il y a le Canada, qui sont quand même des gens qui ont envie de faire des choses avec nous, qu'on trouverait aussi certainement d'autres partenaires en Asie, qui a tout un travail sur la zone Indo-Pacifique, qui est une des grandes priorités de l'exécutif français actuel. Voilà, on pourrait trouver d'autres partenaires, et la meilleure réponse au passage d'un monde multilatéral à un monde multipolaire, c'est de se demander avec quels autres pôles on peut être meilleurs amis. Toujours sur le sujet finalement des États-Unis, la réélection de Donald Trump, est-ce qu'on peut quantifier les impacts qu'a eu sa politique liée aux énergies renouvelables et aux matériaux critiques ? On se rappelle notamment de son slogan « Drill baby drill » employé durant sa campagne. Est-ce qu'il a été finalement gage de renoncement sur une souveraineté des énergies renouvelables aux USA et donc implicitement des matériaux critiques qui y sont liés, ou alors son désir de rétablir la balance commerciale avec la Chine via du protectionnisme a-t-il développé la filière des matières premières critiques liées aux énergies renouvelables au centre de sa stratégie? Oui, alors je pense il y a 2 étages de réponse. Le premier, c'est est-ce que le drill baby drill, il drill? La réponse, c'est qu'il drill pas trop, parce que le prix du baril a très notablement baissé depuis maintenant 6 mois.
Alors il y a eu le petit épisode iranien qui a remis tout le monde sous tension, mais c'est en train de passer de nouveau. Donc quand le prix du baril il perd 15 à 20 dollars du baril pour le Brent, l'activité de forage aux États-Unis elle ralentit très vite, très fort. Donc globalement en ce moment ça drille nettement moins qu'avant. Pour autant, le vrai sujet qui tend tout le monde aux États-Unis, c'est l'extinction, ou en tout cas le risque d'extinction d'un certain nombre d'incitations fiscales qui étaient dans l'IRA pour des technologies de la transition. Et donc, alors l'hydrogène étant cœur de cible, mais on n'est pas les seuls. Et donc ça, c'est le vrai risque de ralentissement de la transition aux États-Unis. Et en réalité, quand les États-Unis ralentissent le déploiement des panneaux et des éoliennes sur leur sol, pour les filières industrielles qui voulaient en fabriquer sur leur sol, c'est jamais une bonne nouvelle. Et donc, tendanciellement, avec ou sans tarifs chinois, c'est ça le déterminant d'ordre 1 de ce ralentissement, dans un contexte où, comme je le disais, côté chinois, le déploiement des renouvelables se fait à un rythme sans précédent, puisqu'ils ont installé au cours du mois de mai 2025 la totalité de l'objectif français à 2050. En gros, tout ce que la France aura déployé entre 2000 et 2050 a été déployé en Chine en mai 2025, c'est pour le solaire. Pour l'éolien, c'est pas très loin de ça aussi. Si j'étais taquin, je dirais pour le nucléaire aussi, mais c'est presque ça. Donc voilà, de toute façon, ce qui est en train de se passer, c'est que le repli sur soi américain et le ralentissement de la dynamique de transition aux États-Unis, qui d'ailleurs était plutôt bien engagé malgré la timidité relative des politiques publiques jusqu'à l'IRA, cet arrêt de dynamique aux États-Unis va probablement se traduire plutôt par une prise de retard et par, à vrai dire, aura un coût économique dans la durée, beaucoup plus que n'a permis de réindustrialiser ou de recréer des filières locales, ce qui aurait peut-être pu avoir lieu si on avait prolongé les dispositifs de l'IRA un peu plus longtemps. Et juste une chose, si mettre en place des barrières douanières sur des produits industriels suffisait à créer des filières domestiques de produits industriels, un pays comme l'Argentine, qui en a mis en place autant qu'il a pu de la première élection de Perón jusqu'aux années 90, serait aujourd'hui le champion industriel du monde. Pour le moment, ils exportent surtout du soja et des céréales, quoi. Voilà. Si maintenant nous nous extrayons de cette vision centrée sur les deux géants que représentent les États-Unis et la Chine, et que nous réfléchissons à une échelle plus globale, la répartition géographique des métaux critiques, par exemple, redéfinit-elle les rapports de force entre pays de l'OCDE et les pays producteurs? Doit-on craindre une fragilisation de la souveraineté économique et européenne face à ces enjeux, ou doit-on encore renforcer ou créer des partenariats stratégiques avec d'autres pays producteurs? Je crois que vous l'avez, sur les partenariats stratégiques, vous l'avez évoqué avant. Oui, ça, il y a certainement quelque chose à faire, surtout qu'il y a des complémentarités économiques réelles. Et oui, moi à titre personnel, c'est une vraie conviction qu'on a une occasion manquée de construire la coopération avec des partenaires transatlantiques qui ont envie de faire des choses avec nous, c'est-à-dire tout le continent américain sauf les États-Unis, mais qu'on trouverait aussi d'autres partenaires ailleurs dans le monde. Un bon exemple étant l'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, qui ont un intérêt réel à construire leur coopération avec l'Europe. À l'échelle globale toujours, et on a vu que certains acteurs des matières premières critiques liées à la transition énergétique, qui sont essentiels à la chaîne de valeur, sont soumis souvent à de fortes instabilités, enfin pas tous mais certains. On peut prendre l'exemple de la RDC que je crois que vous avez cité, ou l'exemple du nickel en France, en Nouvelle-Calédonie, qui était sujet à certaines instabilités. Globalement, est-ce que ces instabilités peuvent rendre les prix trop prohibitifs ou fragiliser l'approvisionnement ? Alors, c'est encore une fois une matière première critique, c'est une matière première qui n'est pas substituable et pour laquelle un ou plusieurs acteurs peuvent vous restreindre l'approvisionnement en prix ou en volume pour des raisons politiques qui leur appartiennent. Et donc, ces acteurs, ça peut aussi être les acteurs d'une guerre civile intérieure à un pays, ou d'une guerre civile ou de tensions internes à un pays qui en est un producteur important. Donc le cas de la RDC, c'est évidemment un cas
très important. La production néo-calédonienne de nickel, on va peut-être pas horizontaliser les deux situations quand même, n'est pas suffisante dans la production mondiale pour que ça ait des incidences majeures sur les prix. Et de la même manière, quand bien même la RDC réduirait considérablement ses exportations, il y aurait de quoi pallier aux besoins ailleurs dans le monde. D'ailleurs, il faut avoir en tête que dans les années 70-80, la RDC était un exportateur mondial massif de cuivre avec la Gécamine. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Bon, le prix du cuivre a augmenté pendant la période où la production baissait beaucoup, mais depuis, on a trouvé d'autres ressources dans un contexte mondial où la consommation de cuivre a explosé. Donc quelque part, l'enjeu pour les Européens et pour la France à s'intéresser au sort de la République démocratique du Congo, à la paix dans les Grands Lacs et à la stabilité de la Nouvelle-Calédonie sur un tout autre format et un tout autre niveau de gravité et d'enjeu, c'est un enjeu humanitaire, c'est un enjeu moral, et c'est pas un enjeu économique, et dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est un enjeu légal et de souveraineté. Et donc voilà, pour moi, c'est pas un sujet ni dans un cas ni dans un autre. C'est un sujet qui se ramène à des considérations économiques. C'est toujours un sujet moral. Voilà. Merci encore pour toutes vos réponses. C'est ainsi que nous concluons ce podcast. Merci encore à vous de votre écoute, chers auditeurs et chères auditrices, et bonne journée à vous.